Bonsoir. Peut-être on peut commencer, je ne sais pas, par faire un tout petit tour de table rapidement avec mes collègues. Alors, je vais essayer de parler fort. On va vous présenter ce soir le projet Corsair. Certains le connaissent déjà, pour d'autres, c'est la première fois. Moi, je suis Aude Zambert, je travaille à l'Université Paris-Cité et à l'Institut de physique du Globe de Paris, et je suis accompagnée de mes collègues qui travaillent avec moi sur le projet. Je vais les laisser juste s'introduire en deux mots. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Laure Turcati, je travaille à Sorbonne Université et dans le projet, ma partie, c'est plus comment vous permettre de participer et d'aider ce projet de recherche. Bonjour à toutes et tous, ça fait plaisir de voir le parlementaire intéressé. Moi, je suis Claire Carvalho et je suis maîtresse de conférence à Sorbonne Université. D'accord. Moi, c'est Maud Lamoux, je suis autant en deuxième année à l'école de Paris, au centre de direction scientifique. Et donc, je suis sur une thèse qui a commencé par le premier thèse. Bonjour, je m'appelle Sophie Cora et je suis aussi en thèse à l'Institut de Paris et je travaille sur l'échantillon que Bonjour, Yann Sibé, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Cité, avec chercheur à l'Institut de Globe de Paris. Je suis en train de la thèse de Sophie, notamment. Et nous avons Gwendoline qui est en stage de Master 2 actuellement. Oui, je suis à Sorbonne Université et moi, je vais faire une collaboration avec un autre projet et je vais m'intéresser aux métaux ainsi qu'aux métaux polluants organiques. Donc, avec vos échantillons, vous allez être Ok. Alors, simplement en quelques mots, le plan de la présentation. Donc, on va faire une rapide présentation, rappel des objectifs du projet. Et on va vous présenter les résultats de la campagne qui a eu lieu l'an passé, avec quelques résultats. On va parler de la campagne à venir, raison pour laquelle vous êtes présents, et vous donner des conseils sur comment participer, ce qu'il faut faire. Voilà. Et on aura du temps pour répondre à vos questions. Donc, le projet. Alors, nous, notre objectif, c'est, entre autres, de cartographier la pollution atmosphérique aux particules, aux nanoparticules métalliques au sein du Grand Paris, mais pas uniquement. Vous allez voir qu'on s'est élargi. On a même passé les frontières cette année. Alors, donc l'objectif du projet, c'est donc de mettre en place un observatoire de la pollution métallique. Et nous, on s'intéresse aux nanoparticules, aux particules fines métalliques, donc aux particules donc solides. Et par quels moyens? Ce qu'on a souhaité faire, c'est faire participer les citoyens, les citadins qui sont intéressés par ce genre d'initiative pour nous permettre d'accroître le nombre d'échantillons qu'on peut prélever et cartographier de façon plus importante, notamment au niveau de Paris, qui est quand même une surface importante et qu'on peut difficilement faire seul ou avec un groupe de chercheurs. Et quels sont nos outils? Alors, moi, je travaille avec mes collègues dans un laboratoire de magnétisme des roches, de paléomagnétisme. Donc, on utilise des outils physiques de détection de nanoparticules. Et on travaille également avec des méthodes géochimiques, avec nos collègues qui vont également faire des analyses chimiques des particules qu'on va récupérer sur les écorces. Alors, les visages du projet, donc on est presque tous présents ce soir. Il y a Christine Franke qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, qui travaille à l'école des mines de Paris. Donc, ma collègue Claire, Sophie, Laure, moi-même, Aude Zambert, Yann et nous. Alors, ça, c'est le cœur du projet. Après, on collabore avec d'autres personnes, mais voilà. Alors, le principe. Donc, les écorces de platane, vous voyez qu'il y en a beaucoup le long des rues, et notamment à Paris. C'est une espèce d'arbre qui est très présente. Et ces arbres qui se trouvent entre les véhicules
et le trottoir, en fait, vont capter toutes les poussières urbaines, et notamment à Paris, le long des rues, toute la pollution qui va venir du trafic automobile. Alors, cette pollution, ça peut venir soit des gaz d'échappement, bien entendu, mais il y a aussi, on y pense peut-être un peu moins, tout ce qui est lié à l'abrasion, notamment lors du freinage des véhicules, donc ce qui va être arraché aux plaquettes de frein ou aux pneus. Et donc, toute cette poussière, en fait, qui va être projetée sur les arbres, elle contient des particules métalliques. Et nous, on est capable de les mesurer. Alors, ces particules, elles contiennent du fer, elles se déposent sur les écorces, et on va être capable de mesurer leurs propriétés magnétiques. Ce sont des propriétés spécifiques. Et lorsqu'on va mesurer ce qu'on appelle leur susceptibilité magnétique, eh bien, on va avoir une information sur la concentration de ces particules qui sont présentes sur les écorces de platane. Donc, chaque fois qu'on effectue une mesure, on peut remonter en quelque sorte à la concentration en particules métalliques. Et là, vous avez un petit graphique là, qui vous montre qu'en fait, plus cette susceptibilité magnétique est importante, eh bien, plus la concentration en fer est importante. Ce sont deux choses qui sont corrélées. Sur cette image qui a été prise par ma collègue Claire, en fait, vous avez une image en microscopie électronique à balayage qui permet d'aller au micron. Vous avez en gris foncé, vous avez l'écorce en dessous. On voit toutes les alvéoles. Et toutes les petites particules qui ressortent en blanc sont des particules où on a des éléments plus lourds et notamment du fer. Donc ça, c'est une écorce, c'est un morceau d'écorce. Alors pourquoi est-ce qu'on mesure des platanes? Parce qu'on pourrait très bien s'intéresser à d'autres arbres, mais en fait c'est tout simple. Bon, déjà, c'est facile parce qu'il y en a beaucoup sur Paris, mais pas que. Mais aussi parce que vous avez vu que bon, l'écorce a une structure particulière et cette écorce, elle a la propriété en fait de se détacher à peu près annuellement. Et donc, c'est très facile à récupérer. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser d'outils, donc on n'abîme pas l'arbre. Et l'avantage, c'est que comme l'arbre, à chaque fois qu'il y a une croissance, va perdre de l'écorce, lorsqu'on fait une campagne de prélèvement, on va avoir une moyenne sur une année des particules qui ont été captées par l'arbre. Donc, ça constitue des capteurs, on appelle ça des capteurs passifs. On n'a pas besoin de poser des capteurs. On a simplement à aller récupérer ce qui se trouve déjà sur les lieux publics. Et c'est assez facile à échantillonner. On vous expliquera un petit peu plus tard dans la présentation comment faire. Alors, une fois qu'on a échantillonné nos arbres avec votre aide, que deviennent ces échantillons? Alors, ils sont envoyés dans nos laboratoires et vous voyez ici, vous avez des piluliers, qu'on appelle des piluliers, les petites boîtes. Et à l'intérieur de chaque pilulier, vous avez l'équivalent d'un arbre. Enfin, quand je dis un arbre, c'est que vous avez un sachet qui a été rempli d'écorce par un volontaire, qui nous a été transmis au laboratoire. Nous, on va concasser cette écorce, on va la peser, bien entendu, et on va numéroter l'échantillon pour pouvoir le repérer géographiquement. Donc ça, ce sont des échantillons qui correspondent à une... enfin, il y en a, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est... Alors, c'était l'année dernière, je crois, il y a 2 ans. Voilà, c'est une image. C'est un étudiant en stage qui nous a aidé à faire les mesures et qui a préparé tous les petits piluliers. Et une fois qu'on a ces piluliers, eh bien, chaque pilulier qui correspond à un platane va être placé dans cette machine. On appelle ça un susceptibilimètre magnétique. Et donc, cette machine, lorsqu'on place le pilulier, vous avez ce petit porte-échantillon qui va descendre à l'intérieur et on va faire une mesure ponctuelle de l'échantillon, une mesure de susceptibilité magnétique qui va nous donner, en gros, la concentration en particules métalliques. Donc, s'il n'y a pas de particules métalliques et que l'arbre est sain, on va dire sain, non pollué, on va avoir un signal négatif. À partir du moment où j'ai du fer dans mon échantillon et que donc j'ai récupéré des polluants sur mon écorce, eh bien, on va avoir un signal positif. Et plus le signal est important,
plus on a de concentration en particules métalliques. Alors là, je vais vous présenter assez rapidement les résultats de la campagne d'échantillonnage de l'année précédente. Donc, je ne sais pas s'il y a des volontaires qui étaient là l'année précédente, mais si c'est le cas, vous verrez vos arbres. Alors, voici la carte de Paris. On a reçu des échantillons en dehors, mais là, j'ai fait un zoom sur Paris intramuros. Donc, pour les volontaires, on a reçu 360 échantillons pour Paris intramuros. Donc, vous voyez un petit peu la répartition. Donc, généralement, les personnes sont allées échantillonner à côté de chez eux, ce qui est normal. Et vous voyez que tout est relativement rouge. Bon, c'est normal, c'est l'échelle qui est ainsi. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, pour vous expliquer un peu simplement, quand vous avez un point bleu, par exemple ici, au niveau d'un parc, c'est rassurant, on a un signal négatif, donc l'arbre n'est pas pollué. C'est une bonne chose. À partir du moment où on va sur les axes de forte fréquentation, on a beaucoup de véhicules qui passent, on va avoir des points qui vont se colorer, on va aller vers le rouge. Alors, pour donner un exemple, en fait, lorsqu'on passe du orange au rouge vif, on a 10 fois plus, pour faire simple, de particules. On a une concentration qui est 10 fois plus importante. Et lorsqu'on passe du rouge vif au rouge foncé, c'est encore 10 fois plus. Donc, ça vous donne une information sur la quantité de particules suivant les quartiers. Alors, il y a quand même des points orange, bien entendu. En fait, là, il y en a tellement qu'on ne voit pas, forcément. Il faudrait zoomer. Mais c'est vrai que sur Paris, on est quand même relativement dans le rouge pour les endroits qui ont été échantillonnés. Si on va vers Ivry, on a eu des échantillons d'Ivry, on est beaucoup plus dans le jaune. Alors, je reviendrai dessus un petit peu plus tard, mais bien entendu, ça va dépendre de l'endroit où ça a été échantillonné, donc du flux de véhicules, mais aussi de la distance à la route. Parce que plus l'arbre va être éloigné de la route, moins on aura de particules. Alors, quelques résultats. Alors là, ce n'est pas juste pour l'année 2023, mais bon, c'est pour vous montrer l'évolution, parce que ce projet, en fait, il a commencé en 2016. Il n'était pas du tout participatif. C'était fait uniquement avec l'équipe d'enseignants-chercheurs et de stagiaires. Donc, là, vous avez une moyenne. Enfin, on va regarder la moyenne, en fait, en bleu, là, qui évolue au cours du temps depuis 2016. Et j'ai mis juste pour information une petite flèche, on s'en souvient tous, là. Il y a eu le confinement. Et ce qu'on voit, c'est que bon, il y a de faibles variations, mais malgré tout, depuis cette date, on a l'impression que ça diminue. Alors, bien entendu, ça va dépendre de l'endroit où les arbres ont été échantillonnés et de la façon dont ça a été échantillonné. Ce qui se passe, c'est qu'en 2023, les arbres ont été échantillonnés uniquement par des volontaires. On n'a plus d'intervention de l'équipe scientifique qui avait l'habitude de récupérer les arbres le long du boulevard Saint-Germain ou des quais de Seine, où il y a beaucoup de circulation. Donc, ça peut jouer sur cette baisse. Mais malgré tout, on voit que ça n'a pas l'air vraiment corrélé au nombre d'échantillons qui ont été prélevés. Parce qu'on a une baisse qui a l'air constante. Donc, ça a l'air plutôt positif pour le moment. Si on fait un petit zoom sur le boulevard Saint-Germain, justement, qu'on a regardé plusieurs années de suite. Alors là, vous avez un petit schéma du boulevard Saint-Germain dans sa globalité. Alors, l'avantage du boulevard Saint-Germain, c'est que tous les platanes sont à la même distance. Donc, quand on va mesurer les arbres, on sait qu'ils sont à la même distance. Et ce qu'on a essayé de voir, c'est faire un petit peu des moyennes sur les arbres qui ont été prélevés là où il y a uniquement les voitures qui passent. Là où vous avez une zone de parking, là où vous avez une voie de bus avec une voie pour les cyclistes, et là où vous avez uniquement une voie réservée aux bus. Et ce qu'on voit, alors c'est logique, il n'y a pas de grosses surprises, c'est que là où la moyenne est la plus forte, le signal est le plus fort, c'est la zone où vous avez le trafic le plus intense lié aux véhicules. Ensuite, c'est dans la voie cycliste avec la voie de bus. On a
le signal le plus important, a priori. Ensuite, on passe à la voie de bus. Et à la fin, on a la zone de parking. Alors, la zone de parking, comment est-ce qu'on peut faire une hypothèse? Alors, deux hypothèses possibles. Déjà, il y a les voitures qui sont placées devant les arbres, donc il y a l'effet écran des véhicules qui vont empêcher les particules de se projeter sur les arbres. Mais on est aussi plus loin des voitures, donc ça joue. Ça peut potentiellement jouer, puisqu'ici, vous n'avez rien qui circule. Et là, pour information, on vous a placé un graphique qui vous montre, en fait, là, alors c'est la distance à la route. Donc, la distance à la route, c'est la distance entre l'arbre et la voie de circulation. Alors, quand on est à moins de 50 cm, forcément, c'est là qu'on a le plus de concentration en particules et ça chute très vite. Dès qu'on passe au-delà de 50 cm, on voit que ça va diminuer progressivement, mais le grand pas, c'est 50 cm et 1 mètre. Alors, voilà pour ces quelques résultats. Si on fait un petit peu le bilan pour 2023, ce que je vous ai dit au début de la présentation, c'est que, bon, on a Paris, mais pas que. Maintenant, on s'est déployé. Et l'année dernière, donc on a eu 200 échantillons de la ville de Berlin qu'on a analysés. Et on est en train de terminer l'analyse des échantillons de l'agglomération, de la mégapole Amsterdam-Rotterdam. C'est une association qui est environnementale qui a de très nombreux adhérents, qui nous a envoyé un gros paquet cadeau avec 667 échantillons à mesurer. Et donc, c'est en cours. Voilà. Alors, ça, c'est simplement pour vous montrer au cours du temps l'évolution en fait, du nombre d'échantillons qu'on a reçus. En 2016, jusqu'en 2020, il n'y avait quasiment que des scientifiques, donc la barre en bleu. Donc, on est passé de 200 échantillons à 88, puis un peu moins de 500. En 2021, il y a eu une petite baisse. Et puis, petit à petit, on voit que ça augmente énormément et ça, c'est grâce aux volontaires, en fait, qu'on a pu augmenter le nombre de nos échantillons. Voilà. Et je crois bien que j'arrive à la fin de la première partie présentation des résultats. Et là, on souhaitait vous montrer, faire un focus, en fait, sur les travaux de thèse de Sophie et de Nour pour qu'elles nous présentent un peu les résultats côté chimie et cytotoxicité. Voilà, donc là, je vais laisser la parole à Sophie. Donc moi, je vais m'intéresser au versant chimique du projet et je peux, après digestion totale des écorces et analyse avec analyse chimique, avoir des cartes de concentration en métaux. Donc là, on a la carte pour le faire ici. Et comme vous avez vu avant, on observe une bonne corrélation, une correspondance, pardon, entre les données de susceptibilité magnétique et les données de fer total contenues dans les écorces. Mais grâce à la technique de chimie que j'utilise, on peut aussi obtenir d'autres concentrations à d'autres métaux, notamment le cuivre ou le nickel. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les zones où il y a très fortement concentré au fer sont aussi très fortement concentrées en cuivre ou en nickel. Donc, c'est un peu des hotspots de pollution. Je me focalise aussi sur les particules ultra fines. Il faut savoir que dans les particules, il y a les particules fines, donc 10 micromètres et 2,5 micromètres, qui sont surveillées par airPARIF. Mais par contre, dans les particules ultra fines, elles sont inférieures à 100 nanomètres. Et si on fait une analogie avec le monde biologique, on voit que c'est inférieur à la molécule d'ADN. À Paris, autant les particules fines sont étudiées par airPARIF, mais les particules ultra fines ne sont pas étudiées. Il n'y a qu'une seule station à Châtelet qui va mesurer le nombre de particules, alors que moi, en plus du nombre, je vais avoir la distribution en taille et la composition chimique. Donc après analyse, avec cette grosse machine qui est un spectromètre de masse, je peux obtenir la composition chimique de ces particules et on va voir qu'on a des particules monoélémentaires, c'est-à-dire qu'il y a un métal par particule, ou des particules multiélémentaires avec plusieurs métaux par particule. Donc elles sont encore plus... Enfin, peut-être pas dangereuses, mais plus... Voilà. Et je peux aussi obtenir donc, la distribution en taille. Donc ici, c'est par exemple des particules de titane. Et on voit qu'elles ont une moyenne à peu près à 60 nanomètres. Donc c'est vraiment extrêmement petit.
Et la particularité de ces nanoparticules, particules ultrafines, c'est qu'elles peuvent, contrairement aux particules fines, passer dans la circulation sanguine au niveau des alvéoles pulmonaires. Je m'intéresse aussi aux sources de ces particules. Donc, on a vu au début qu'on échantillonne plutôt le long des voies à côté des voies routières, mais on peut se demander aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources de particules? Donc, pour cela, j'ai échantillonné plusieurs sources de particules, notamment des sources dites humaines ou anthropiques, comme le trafic automobile, la peinture des bâtiments ou des résidus de combustion, mais aussi des sources dites naturelles ou géogéniques, comme les sols des jardins ou les poussières issues des tempêtes de sable. Donc là, par exemple, on a une photo avec la même technique utilisée que l'image d'écorce avec les particules au début de la présentation. Mais là, c'est une image de particules de froid et on voit que les des petits spots brillants, pardon, ce sont des particules avec enfin, un atome plus dense. Donc, ce sont des particules des métaux, donc du fer, du cuivre ou du zinc. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc, si on refait une représentation en fonction des caractéristiques chimiques de ces particules, on peut catégoriser certaines familles. Et on voit que si on représente nos écorces avec les mêmes ratios chimiques, on voit que ça s'apparente aux sources issues du trafic automobile. Donc, on peut émettre l'hypothèse que nos particules proviennent majoritairement du trafic automobile. N'est-ce pas? Donc, moi, dans ma thèse, je vais plutôt m'intéresser, en plus de la caractérisation chimique des particules, à l'impact sanitaire que ça peut faire. Donc, on va essayer d'établir un lien entre la susceptibilité magnétique, dont mes collègues avaient déjà parlé, la composition chimique, mais aussi l'exposition à ces particules et l'impact sanitaire que ça peut faire. Et cela, donc, en essayant d'expliquer le signal magnétique par une composition chimique. Donc, est-ce que le signal magnétique est dû à certains éléments que d'autres? Et essayer aussi d'expliquer ce qu'on a sur l'écorce par rapport à ce qu'on mesure normalement chez Air Paris, par exemple, au niveau de la qualité de l'air. Et après, estimer un potentiel risque sanitaire. Donc, moi, ce que je vais faire en deuxième partie de ma thèse, donc tout ce qui est impact sanitaire, c'est déjà voir quel est le potentiel des particules à induire ce qu'on appelle le stress oxydatif, qui est donc, on va dire, un déséquilibre entre les agents réactifs oxydants qui peuvent être générés ou portés par ces particules une fois qu'on est exposé à ces particules. Donc, soit on les inhale, soit on les ingère et donc le déséquilibre avec les substances antioxydantes, donc la capacité de notre corps à éliminer ces particules et l'effet que ça peut engendrer. Donc en premier temps, on va étudier ce potentiel à induire ce stress oxydant avec des réactifs donc, au laboratoire. Mais après, on va voir est-ce que ces particules peuvent induire une réponse pro-inflammatoire, donc une réponse comme celle qu'on connaît, au niveau des cellules, et ça va être vraiment des résultats, donc des réponses binaires, soit à la mort de la cellule, soit à la survie, à des certaines concentrations et à certains mélanges de particules, soit des mutations ou pas, etc. Et donc, ça, on peut le savoir grâce à des tests de cytotoxicité qu'on peut faire sur des macrophages pulmonaires, donc des cellules fournies, qui sont des cellules immunitaires au niveau de notre système respiratoire. Voilà. Donc, c'est l'idée, en gros, de ma thèse. Voilà. Moi, j'ai la charge de vous expliquer, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, comment participer. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur le site de Participer. Participer, ça veut dire participation à la citadine à la connaissance de l'environnement. Donc, il y a un projet de recherche qui inclut Écorcère et d'autres projets de sciences participatives. J'en reparlerai à la fin. Donc, si vous avez besoin de retrouver les infos, tout est sur le site. Donc, avant de partir sur le terrain, en fait, vous avez besoin d'éléments qu'on peut vous distribuer là, à la fin de la réunion et d'un stylo aussi pour noter, d'un smartphone ou d'un GPS parce qu'on a besoin de localiser précisément où est-ce que vous avez fait votre relevé. Donc, des sacs congélation type Ziploc pour mettre l'échantillon. Alors, on sait que certaines d'entre vous ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'utiliser du plastique. Mais pour le coup, on n'a pas le choix parce que les sacs en papier pourraient contaminer les échantillons.
Et puis, si ça peut vous rassurer, les échantillons, après, ils sont stockés pendant très longtemps au laboratoire pour pouvoir revenir dessus. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de jetable, c'est un contenant à échantillons scientifiques. Voilà. Et donc, l'avantage du sac que vous utilisez comme un gant en le retournant, c'est qu'il évite de contaminer l'arbre avec vos mains. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment pas toucher l'écorce avec vos doigts. Et on a une fiche de terrain pour remplir les informations dont on a besoin pour analyser les échantillons derrière. Donc comme le disait tout à l'heure, la distance à la route par exemple, la date à laquelle vous avez prélevé. Mm. Donc voilà en image le fait de retourner le sac comme un gant et de prélever. Donc l'idée c'est de prendre une quantité qui tient dans votre paume de main et de prélever entre 1 mètre et 1,70 m, en gros, la hauteur de respiration humaine, à peu près, puisque l'idée, c'est de voir à quoi on est exposé euh, en ville. Et donc, de glisser la fiche terrain dans le sac avec l'échantillon pour pas qu'elle soit perdue, parce que si on n'a pas d'informations sur où ça a été prélevé, on ne pourra rien faire de l'échantillon. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà participé, on a une nouvelle fiche cette année avec un peu plus d'informations qu'on vous demande, notamment sur est-ce que à proximité, vous êtes à côté d'un feu rouge, est-ce que vous êtes à côté d'un carrefour, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des sources de pollution dans le coin qui vous apparaissent être des sources de pollution? Et aussi, pourquoi vous avez prélevé à cet endroit précis? Justement, est-ce que c'est parce que vous pensiez que c'était pollué ou à l'inverse, pas du tout? Voilà. L'idée, c'était un peu de savoir ce qui vous intéresse dans le prélèvement. Donc ça, c'est la carte cumulée depuis 2016, donc on est quand même, c'est pas si mal. Il y a quand même des zones dans Paris qui sont moins échantillonnées. Et si on compare aux plus de 42 000 platanes sur le territoire parisien, on a encore un peu de marge de progression. Et notamment, on en discutait tout à l'heure, vous voyez il y a plein d'axes là, à l'ouest de Paris où il y a plein de platanes et où on a peu de données. Donc, si jamais vous avez envie de vous balader dans les beaux quartiers avec vos sacs à échantillons, ben, vous êtes bienvenus. Et alors, depuis tout à l'heure, j'occulte, il y a quelques éléments sur les diapos qui laissent présager une nouveauté. Mais on a aussi développé une application smartphone pour plusieurs raisons, mais notamment, donc, Aude vous a parlé du broyage des écorces, qui est parfois long et un peu fastidieux, mais il y a aussi ressaisir toutes les données que vous notez sur la fiche, qui peut parfois être long. Et donc, l'idée de l'application, c'est que ben, c'est vous qui saisissez directement toutes ces informations. Donc, ça fait une étape de moins. Et l'autre avantage, c'est que ben, on voit en direct où des prélèvements ont été faits. Donc, si par hasard, vous habitez à côté d'un autre volontaire, vous pouvez voir que cet arbre a déjà été prélevé cette année et que vous pouvez aller dans la rue d'à côté, par exemple. Donc, l'application, elle est opérationnelle depuis ce week-end. On l'a testée, mais on a besoin de votre indulgence s'il y a encore des petits ratés. Mais pour l'instant, elle marche. On est très contents. Donc, le principe, c'est que c'est l'appli qui va vous géolocaliser. Ceci dit, ça vaut le coup de regarder si vous captez bien au moment où ça géolocalise, si vous n'êtes pas mal positionné. Si c'est le cas, il y a un petit curseur qui peut être déplacé. Et après, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez observer. Donc là, dans les deux cas, avec les curseurs, comme on s'intéresse à l'air et puis qu'on regarde ça sur un platane, que vous cliquiez sur air ou sur biosphère, vous allez arriver au platane. Et après, bah, voilà, vous avez toutes les questions auxquelles vous avez l'habitude, la distance à la chaussée, la circonférence du tronc. Et donc, c'est, en tout cas, moi, je trouve plus rapide que ce qu'on faisait sur papier. Et par contre, la chose qui est très importante, sinon on ne pourra rien faire de l'échantillon, c'est que vous voyez l'application, elle vous donne un code d'identification unique de votre échantillon qu'il faut noter sur un morceau de papier et glisser pareil avec l'échantillon. Si vous oubliez de le faire, on ne pourra rien faire, on ne pourra pas faire de lien entre les données dans l'application et votre échantillon, donc on ne pourra rien en faire. Et après, une fois que vous avez saisi, vous voyez, vous pouvez revoir, vous pouvez prendre une photo de là où vous avez fait, c'est pas obligatoire, c'est si vous avez envie. Et après, vous pouvez revoir, donc ça s'appelle des spots, tous les endroits où vous avez prélevé et gagner des badges si vous en avez prélevé plus ou moins. Il y a un petit côté ludique.
Voilà, je vous ai remis les codes pour la télécharger. Elle s'appelle Party Collect pour collecter les particules. Et donc, vous la retrouvez sur Android ou sur iOS. Et donc, concrètement, une fois que vous avez collecté vos échantillons, vous pouvez les ramener ici, en précisant bien que c'est pour Écorcère, bien sûr. Ou sinon, à l'Institut de physique du Globe, un rue Jussieu, en mettant Écorcère, équipe paléomagnétique, donc l'équipe de Aude et Yann. Voilà. C'est noté sur les fiches et puis vous retrouvez les infos sur le site si jamais vous avez plus ça en tête. Donc, vous pouvez commencer à prélever dès ce soir, si vous voulez. Et l'idée, c'est que voilà, on finisse à la fin des vacances de printemps, parce que de toute façon, ça sera sans doute un moment de l'année où les platanes auront quasiment tous perdu leur écorce, et donc après ce moment-là, ce sera difficile d'en prélever. Et après, il y a tout ce temps d'analyse des échantillons, donc les résultats à l'automne seront disponibles sur le site et puis on aura une nouvelle conférence l'année prochaine. Et donc, petit bonus. Donc, je vous ai parlé brièvement de Particité. Donc, voilà, c'est un dispositif qui s'intéresse à l'environnement urbain avec une grosse attention sur la qualité de l'air. Et il y a notamment un autre dispositif participatif sur la qualité de l'air qui fonctionne un peu de la même manière que Écorcère, donc qui s'appelle Leak & Go. Et là où on vous invite à observer les lichens qui poussent sur les arbres en ville. Donc un peu comme les écorces, c'est des indicateurs qui sont peu coûteux et qui poussent un peu partout. Alors à l'inverse, Lichen Go et écorcères sont complémentaires parce que les lichens, ils poussent pas sur les platanes, enfin peu sur les platanes, comme ils perdent leur écorce, ils n'ont pas le temps de se maintenir. Sont un peu plus multipolluants. Ils répondent notamment aux pollutions azotées. Donc, c'est complémentaire par rapport aux particules. Euh, donc, par rapport à Écorcère, où la participation est relativement rapide, vous prélevez une écorce. Pour Lichen Go, il faut apprendre à reconnaître les différentes espèces de lichens et on a pléthore d'outils à disposition pour vous aider à le faire. Des vidéos, des BD, il y a des groupes de volontaires sur Facebook qui s'entraident, etc. Et puis, donc, ce qui s'appelle une clé de détermination. C'est un peu comme un livre dont on est le héros, sauf que là, c'est le lichen le héros. Et donc, vous répondez à des questions. Est-ce qu'il est jaune ou gris? Est-ce qu'il est petit, grand, etc. Et en cheminant, vous arrivez jusqu'au nom de l'espèce. Et voilà.